Bonjour à tous. Voici une édition un petit peu particulière de ce salon du quai qui, malgré tout, a lieu. Et pour commencer, puisque c'est très particulier, on a un auteur qui a vécu plusieurs mois ici. Il s'appelle Ian Fleming au Touquet. Il avait une magnifique villa. Il y a peut-être écrit d'ailleurs Casino Royale et d'autres titres. Et pour parler de James Bond, on a un invité très particulier. Il s'appelle Alyosha Wald Lazowski. J'aurais bien aimé le faire dans l'autre sens, vous savez, genre Bond, James Bond, mais c'est trop compliqué avec votre nom d'inverser le prénom et le nom. Je vous assure, j'ai essayé plusieurs fois, mais non, ma langue fourche et ça ne va pas. Alors, c'est publié aux éditions Max Milo. Ça s'appelle Les 5 secrets de James Bond. On va en parler dans un instant, mais avant, on va parler de l'actualité de James Bond. On a l'impression qu'il se passe des choses toutes les semaines. On attend le film avec une certaine impatience. On va sans doute mourir d'attendre. Mais en plus de ça, il y a une nouvelle plutôt triste parce que le premier des James Bond, et vous en parlez abondamment, et qui peut-être a tracé l'idée qu'on se fait de James Bond, idée que vous allez un petit peu modifier, que vous allez nous faire regarder autrement. Je pense que Sean Connery y est pour beaucoup. Comment vous regardez Sean Connery, Alyosha? Alors, my name is Wald, Aliosh Wald. Et évidemment, his name is Connery, Sean Connery, qui est bien sûr la figure, j'allais dire, mythique à plus d'un titre. Parce que James Bond est une figure mythologique, mythique de notre culture contemporaine. Et bien sûr, le premier acteur à l'avoir si brillamment, si magnifiquement incarné, c'est Sir Sean Connery, qui évidemment nous a quittés il y a quelques jours à l'âge de 90 ans et qui véritablement a donné une dynamique initiale absolument, alors je ne dis pas inégalable, mais véritablement très moderne. Je pense que grâce à Sean Connery, James Bond est devenu un héros des temps modernes, plus qu'un espion, ce qui est déjà incroyable, un agent secret, évidemment, je veux dire très important, mais il est devenu une figure familière de notre culture. Et voilà, j'aimerais que les jeunes générations nous disent comment elle est James Bond, parce que c'est vrai que très difficile pour nous de détacher James Bond de Sean Connery. C'est d'autant plus difficile que, et vous l'expliquez, à travers le personnage qui va incarner lui, quels que soient les autres James Bond après lui, quelles que soient même les femmes qui vont être tout aussi importantes dans certaines aventures, on garde l'image de Sean Connery, peut-être un petit peu viril, peut-être un petit peu macho, et les suivants, aussi bons soient-ils, ont tendance à être éclipsés par ce fameux Sean, d'où les 5 secrets que vous essayez d'évoquer. Mais c'est encore plus intéressant aujourd'hui en regardant ce que vous avez écrit, en sachant que le prochain James Bond sera probablement féminin et probablement de couleur. C'est dire si on a une évolution assez phénoménale de ce personnage. Oui, alors c'est là, vous avez tout à fait raison, c'est là toute la question, c'est l'évolution du personnage. Euh, En 60 ans de cinéma et 25 films, James Bond a évidemment évolué. Il a tout de suite mis en place des codes qu'on retrouve de film en film, qui sont des repères classiques très rapidement, pour le cocktail vodka martini par exemple, ou la rencontre avec Miss Moneypenny à l'accueil du MI6. Mais c'est vrai que chaque personnage a donné quelque chose de différent. C'est ce que j'essaie de montrer, c'est que au fond, ça constitue une sorte de continuité dans l'évolution. Bon, Sean Connery étant écossais, et d'ailleurs, il y a tout un rapport très intéressant. Il n'y a que deux Anglais hein, finalement dans tous les acteurs qui ont incarné James Bond. Il y a Roger Moore qui lui a apporté une sorte d'humour, de décontraction, de distance très anglaise. Et il y a Daniel Craig qui lui a apporté aussi quelque chose de très particulier. Mais nous avons dans les incarnations de James Bond un Écossais, un Gallois, un Irlandais. Donc on a Australien finalement oui, absolument. Voilà, George Lazenby, un Australien. Et donc ça crée effectivement quelque chose de très particulier. Pour Sean Connery, il y a quelque chose qui est lié aussi à son évolution presque, j'allais dire, socioculturelle. Sean Connery vient d'un milieu effectivement très pauvre, très modeste. Avant d'être acteur, il a été livreur de lait, il a été boxeur, il a fait des métiers, il a même été candidat à Mister Univers. Et finalement, il incarne aussi quelque chose qui est de l'arrachement à sa condition sociale, la découverte aussi d'un autre, et presque une forme de libération.
j'ai l'impression aussi que Sean Connery s'est libéré en jouant James Bond et a libéré aussi l'agent secret, qui du coup est devenu un homme du monde, charmeur, viril, jouisseur. Il a apporté quelque chose de très nouveau et que chaque personnage ensuite a repris et a incarné à sa façon. George Lazenby a presque apporté une touche mélancolique, Roger Moore une touche humoristique, Pierce Brosnan a apporté quelque chose qui est presque plus proche du personnage initial de Ian Fleming d'ailleurs, quelque chose aussi dans la concentration et dans la détermination. J'allais presque dire aussi que Timothy Dalton a un peu américanisé le personnage dans les années 90. C'est encore un autre aspect intéressant. Avant, Daniel Craig qui est revenu un peu à une sorte de personnage presque brut et avec une psychologie qu'on n'attendait pas. Assez intéressante aussi à décrypter dans des failles, une faiblesse, une fragilité presque. Et donc, moi, je suis très impatient comme vous de découvrir qui sera le prochain parce que je pense que ou la prochaine, et je pense qu'on aura de belles surprises encore à venir avec ce personnage de James Bond. Parmi les secrets, il faut lire le livre entièrement, mais enfin parmi les différentes révélations que vous trouvez en regardant attentivement les films, il y en a une qui est particulièrement intéressante, le côté patriote de James Bond. Il n'est pas nationaliste, il connaît très bien les autres cultures, il effare tout le monde lorsqu'il se met à parler japonais ou que sais-je encore. Il est un vrai héros mondial et il a continuellement un regard d'ouverture. D'ailleurs, au pire moment de la guerre froide, il n'est pas foncièrement contre l'URSS, il est même plutôt allié dans beaucoup de situations avec des agents russes. Et c'est très intéressant de remettre ça dans cette situation géopolitique. Alors oui, ça vous avez très bien expliqué. Ce qui m'a frappé en revoyant les 25 films, les presque 25 films, c'est effectivement cette situation assez particulière, presque paradoxale, d'un agent secret, évidemment du MI6, qui a tous les codes britanniques, je veux dire, qui connaît très très bien la culture britannique, qui a été élevé dans les meilleures écoles londoniennes. James Bond, c'est un peu une synthèse entre Bond Street et St. James Street à Londres. Donc on a effectivement un personnage qui au début est très identifié culturellement, historiquement, politiquement presque, j'allais dire. Et donc vous avez raison, il s'inscrit dans une situation de guerre froide où il représente évidemment la Grande-Bretagne, alliée des États-Unis. Donc c'est tout à fait évidemment normal de voir James Bond revendiquer. Et souvent on voit d'ailleurs le drapeau britannique qui est sorti pendant les films, en clin d'œil évidemment à la culture britannique. Et donc voilà, on voit très bien qu'il vient de cet univers, de ce milieu. Et comme vous dites, effectivement, au fur et à mesure des films, on a l'impression qu'il se détache presque de ce point de départ et qu'il s'ouvre aux autres, qu'il s'intéresse aux autres cultures, notamment avec les femmes espionnes souvent soviétiques. Il va créer des liens, une relation et au final, regardez les États-Unis, comment sont traités les États-Unis dans la série de James Bond. C'est incarné par le personnage de la CIA qui est son ami Felix Leiter. Donc, bien sûr, Félix est un ami de James, mais en même temps, voilà, Felix Leiter est un peu l'Américain, j'allais dire, qui est un peu en retard sur les missions, qui n'a pas le niveau d'action de James. Et effectivement, dans un des films, Dangereusement Vôtre, James Bond va recevoir des mains du patron du KGB la croix de l'ordre de Lénine. Sachant qu'en 83, on est tout près d'une sorte de tension nouvelle dans la guerre froide. C'est pas tout à fait terminé. Hein. Les États-Unis envahissent, enfin en tout cas, travaillent à un renversement militaire au Nicaragua. Donc dans la vraie vie, j'allais dire, en tout cas dans les relations de la guerre froide, il y a des tensions très vives, évidemment, entre les deux blocs. Et James Bond, lui, a cette singularité qu'il dépasse finalement les antagonismes stricts de la guerre froide pour aller vers autre chose. Son ennemi mortel n'est pas l'URSS, mais l'organisation terroriste clandestine Spectre. Et ça, je pense que c'est un coup de génie, évidemment, de la part de Ian Fleming, d'avoir justement pris les codes de la guerre froide tout en les déplaçant. Et d'avoir aussi...
Et d'avoir aussi, à me revoir. semble-t-il, réussi à créer un héros qui n'a rien à voir avec ce qui triomphe actuellement sur les écrans. Il n'a rien d'un super-héros. Il ressemble finalement beaucoup à Holmes, qui a aussi des gros problèmes avec la cocaïne et avec l'héroïne et avec toutes les drogues. Et ce que vous venez d'évoquer à travers ce personnage américain, qui est une sorte de Watson, un faire-valoir, c'est très intéressant de Exactement. voir comment physiquement et comment psychologiquement James Bond est bien plus fragile que l'idée qu'on s'en fait. Oui, ça c'est très très juste. Vous avez raison de comparer ce duo Felix Leiter James Bond avec Sherlock Holmes et le Dr Watson. Il y a un peu évidemment cet écart entre le véritable héros et un peu son faire valoir. Mais oui oui, James Bond est un héros presque, j'allais dire à la fois de son temps et hors du temps. Il a quelque chose effectivement qui dépasse presque la situation immédiate. Et oui, il a beaucoup plus de failles psychologiques, de doutes, d'interrogations qu'un super-héros classique. Je consacre d'ailleurs un chapitre presque un peu ontologique, philosophique, si on veut, sur le rapport de James Bond à la mort, qui n'est pas du tout voilà, un super-héros absolument infaillible, mais James Bond se blesse plusieurs fois, il est souvent d'ailleurs enterré sous des formes évidemment illusoires dans les films. Il y a des enterrements où on voit les initiales JB par exemple, et évidemment on pense tous que c'est James Bond, où on retrouve presque son nom sur une pierre tombale. Donc l'idée de la fin de James Bond, l'idée que c'est un être fini, traversé par la finitude, qui pourrait s'arrêter, euh, arrive souvent dans les films. Hein, il y a cette interrogation presque sur l'idée que James Bond n'est pas le super-héros éternel, intemporel. Il pourrait quitter le MI6. D'ailleurs, à un moment donné, il se fait presque mettre de côté par M, qui lui dit qu'il a raté les tests d'aptitude physique et donc que James Bond est un peu dépassé par d'autres, évidemment, super-héros. Donc il y a ce rapport au temps, il y a ce rapport à la nostalgie qui est très intéressant dans les films de James Bond parce que c'est un acteur, pardon, un personnage qui évolue. Et regardez dans le film Au service secret de Sa Majesté, George Lazenby, donc qui vient juste d'arriver, commence le film en faisant son carton parce qu'il est sur le point de quitter le MI6. Il range ses affaires et on retrouve des objets qu'il a utilisés dans les missions précédentes où c'était Sean Connery qui jouait James Bond. Donc on a un rapport. Alors voilà, il y a cette fidélité intemporelle à la reine d'Angleterre, à la valeur anglaise, à la mission. Et en même temps, James Bond, voilà, est beaucoup plus fragile et complexe qu'on ne le croit. Et Daniel Craig a très bien montré ça dans les derniers Casino Royale, a sans doute Mourir peut attendre. On voit très bien cet attachement aussi au passé, cet attachement aussi au mariage. Mm. Il a Justement, envie de se marier. oui, c'est ça. Justement, à propos des femmes et à propos du mariage, on a aussi une fausse idée parce on a l'impression de voir défiler des James Bond girls, des faire-valoir, alors qu'elles sont exactement l'inverse de ça. Il y a même des films où c'est elles qui sont plus douées que James Bond pour résoudre les problèmes. Et plus encore que de voir passer les femmes, si on regarde attentivement qui est James Bond, on a quelqu'un qui veut se marier, quelqu'un qui rêve d'avoir une seule femme dans sa vie et pas du tout de voir défiler toutes ces superbes créatures. Ça sera intéressant de voir si jamais c'est vraiment une femme qui prend le rôle à la suite, mais en tous les cas, il est certain que les James Bond girls ne sont pas du tout des danseuses comme chez Claude François. Oui, absolument. Ce n'est pas un élément du décor, un élément exotique, pas du tout. Je montre au contraire qu'il y a même une théorie du surmariage, j'appelle ça la théorie du surmariage dans les films, c'est-à-dire effectivement à plusieurs reprises, que ce soit parfois pour de faux, puisque James Bond forme un couple, disons, d'agents secrets, je pense à Bon baiser de Russie par exemple, avec l'espionne soviétique, ils doivent se marier. Alors ils se marient évidemment pour de faux, c'est pour la mission, hein. Ils se font passer pour un couple qui s'appelle Monsieur et Madame Somerset, et d'ailleurs, à la fin, l'espionne russe demande si elle peut pas garder la bague pour elle. Mais James Bond dit il faut rendre à l'État ce qui est à l'État, et c'était que pour la mission. Mais Au service secret de Sa Majesté est un film extrêmement romantique. Euh, James Bond est un personnage romantique, beaucoup plus qu'on ne le croit. Effectivement, il a quelque chose de l'homme beaucoup moins sûr de lui et beaucoup moins dominateur qu'on voudrait le croire. Et dès les années 60, c'est ça qui est intéressant, il y a ce paradoxe. Évidemment, il y a les James Bond ladies, comme je l'appelle, plus que James Bond girls, parce que qu'il y a ce rapport finalement aussi à la féminité, un développement aussi de la question de la féminité dans les films de James Bond. Et
effectivement, on a l'impression voilà, que James Bond est à la recherche de la femme idéale. Et il attend qu'une chose, c'est de pouvoir se marier, d'arrêter ses missions, de s'installer. Et alors, le traumatisme, c'est évidemment la mort de sa femme au service secret de Sa Majesté, qui est incarnée là aussi par la formidable actrice qui nous a quitté récemment, Diana Rigg. Et voilà, au service secret de Sa Majesté se termine sur une scène tragique, sur la musique de Louis Armstrong, We Have All the Time in the World, au moment où, pour leur voyage de noces, la nouvelle épouse, l'épouse de James Bond, se fait assassiner justement par Ernst Travo Blofeld, par le spectre. Et effectivement, il en restera toujours une trace dans tous les films. Il y a toujours ce souvenir, soit il va se recueillir sur la tombe, Roger Moore il va se recueillir sur la tombe de son épouse, soit Timothy Dalton au moment du mariage justement dont on parlait tout à l'heure de son meilleur ami Felix Leiter, à un moment aussi de grande tristesse puisqu'il se souvient lui aussi d'avoir été marié. Donc la question du mariage traverse toute la saga et en fait un autre homme. De ce point de vue-là, c'est un autre regard sur ce viril homme masculin qui est James Bond. Il y a d'autres secrets, on en a évoqué 2, on va laisser les gens lire les 3 autres, ils verront l'importance du soft power, ils verront aussi combien James Bond et la pop culture ont plus qu'un lien. Je pense à une petite histoire pour finir, je ne sais plus si c'était Sean Connery ou Roger Moore qui avait raconté ça, on leur a demandé leur meilleur souvenir de James Bond, et je crois que c'était Roger Moore qui a dit c'était le vendredi, parce que c'était le jour de paix. Voilà pourquoi il adorait le vendredi. Ça relativise un petit peu les choses, mais ça nous donne très envie de regarder ça autrement. Merci beaucoup d'être venu gentiment parler avec nous de tout ça. C'était très sympathique. Merci à vous. Avec grand plaisir. Merci.